Il faut en effet donner des idées sur la façon dont on peut eh bien, mettre en place des solutions, et c'est toute l'idée justement du dernier talk de la matinée. Il va être animé par la fondatrice de WOMINDS, qui est une solution justement de mesure de perception et de pilotage de l'égalité des chances professionnelles entre hommes et femmes. Elle est rédactrice en chef et co-animatrice de The Diversity Society, émission B2B dédiée à la diversité en entreprise, diffusée chaque mois sur LinkedIn. Et elle va vous proposer un panel, à travers son panel d'invités, des solutions pour manier au mieux ces sujets de diversité, d'inclusion et d'égalité des chances. Élodie Dratler, s'il vous plaît, entourée d'Anne-Sophie Lebras, directrice du programme Google Atelier Numérique, Maïlis Crassard, Head of Agency Development and Marketer Education de Western Europe LinkedIn, Nathalie Ponce, Chief Impact Officer d'Avas France, Élodie Bernadi, directrice développement durable de L'Oréal France. Bonjour mesdames, bienvenue. Bonjour. Ça marche? Vous m'entendez? Ça marche. Bonjour, bonjour à tous et bonjour à mes 4 invités que je rencontre là en chair et en os. On a eu l'occasion d'échanger évidemment sur cette table ronde qui vient s'inscrire justement après la transition sur la partie plutôt environnementale. On va parler de transition égalitaire et du pouvoir illimité de cette diversité. Comment est-ce qu'il est incarné aujourd'hui au sein de 4 très grands groupes, évidemment, chacun dans votre secteur. Cette diversité, vous l'avez compris, elle a un impact évidemment en interne, mais également en externe. Et on va prendre le temps de découvrir justement vos enjeux, mais aussi vos bonnes pratiques et donner comme ça plein de tips à notre audience. Et pour cette première table ronde et cette première question, je vais directement m'adresser à toi, Maëlys. La diversité, ça permet de faire société. Quand on travaille dans un grand groupe américain qui s'appelle LinkedIn, qui veut dire être lié à, justement, comment est-ce que cette diversité s'incarne en interne? Comment est-ce qu'elle se déploie également sur les missions de la plateforme? Oui, tout à fait. Alors effectivement, chez LinkedIn, notre raison d'être, le cœur de notre activité, c'est de connecter les professionnels et les entreprises. Donc on a un rôle moteur et je dirais même un rôle modèle aussi à suivre, puisqu'on doit vraiment aider tous les professionnels à se réaliser dans leur potentiel, mais aussi faire en sorte que les entreprises soient de plus en plus, offrent de plus en plus des lieux de travail plus diversifiés, plus égalitaires. Donc, il y a beaucoup d'initiatives, évidemment, que l'on développe. Alors, d'abord, à destination de nos membres, ils sont nombreux. Là encore, il y a de très fortes inégalités, déjà à la base du process de recrutement. Quand on regarde aujourd'hui les développements des différents réseaux, on se rend compte que, par exemple, du côté des femmes, les femmes ont en moyenne des réseaux qui sont 21% plus petits que ceux des hommes, malheureusement. Donc, c'est probablement lié au fait que, naturellement, les femmes ont tendance à moins se promouvoir. Elles développent moins aussi leur profil. Donc, on a développé chez LinkedIn un atelier qui s'appelle Rock Your Profile, qu'on serait ravis aussi de partager avec vous, qu'on partage avec beaucoup d'entreprises, beaucoup de femmes, et qui vraiment a pour objectif de les aider à booster leur réseau, d'apprendre aussi à mieux gérer leur contenu pour avoir des réseaux aussi forts que ceux des hommes, parce qu'on sait que le réseau est extrêmement important pour se connecter et pour trouver son prochain emploi. C'est un peu le même système sur les jeunes. Je suis une grande fan d'origami, donc c'est un peu le même principe. On se rend compte qu'il y a de très grosses inégalités en entrée de carrière, bien sûr. Donc là encore, dans le développement des réseaux professionnels, si on n'habite pas en région parisienne, si on ne sort pas d'une école prestigieuse, en moyenne, les réseaux sont 50% moins développés que les autres. Et très souvent, c'est des facteurs qui se cumulent. Donc là, le fossé des inégalités se creuse. Donc LinkedIn a créé il y a 2 ans l'Alliance, un réseau pour tous, en partenariat avec des entreprises, des écoles, bien sûr. Donc pour aider les jeunes, un peu à l'instar d'Origami, à les accompagner via du coaching, des ateliers, des workshops, pour les aider à se préparer et préparer au mieux leur entrée dans la vie active. Donc ça, c'est du côté des membres. Et puis bien sûr, on a un rôle important vis-à-vis de vous, les marques, les
les entreprises. On voit que sur le fil d'actualité LinkedIn, il y a de plus en plus de prises de parole qui sont liées à la marque employeur, évidemment. Donc on incite vraiment les entreprises à relayer toutes ces belles initiatives dont on a entendu parler depuis ce matin. Il y a une fonctionnalité qui est assez récente aussi, qui a été lancée il y a quelques mois, et que je vous incite fortement à considérer, c'est via vos pages entreprises. Donc de vraiment relayer toutes ces preuves d'initiative que vous gérez sur vos pages entreprises, tout simplement parce que ça permettra à ces valeurs d'être automatiquement visibles sur vos offres d'emploi. Et on sait aujourd'hui que pour les talents, pour des collaborateurs en recherche d'emploi, c'est extrêmement important que ces valeurs elles soient véhiculées dans les offres. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on vient de lancer une fonction qui permet aux membres de rechercher des offres d'emploi par le prisme des valeurs. Donc ça arrivera probablement en Europe, mais c'est extrêmement prégnant dans les attentes des talents. Donc évidemment, nous, côté LinkedIn, on a un rôle modèle, je le disais. Cette culture de la diversité et de l'inclusion, elle est partout. Tu le disais, elle transpire. On est aussi, voilà, on a une culture très américaine. Donc effectivement, je pense que j'ai rejoint LinkedIn il y a à peine 6 mois. Ce qui m'a énormément marqué, c'est cet engouement absolument massif pour ce qu'on appelle les ERG, donc c'est Employee Resource Group. Donc c'est tout simplement des groupes de collaborateurs qui s'engagent qui s'engagent sur des causes. Il y en a 10 en tout, c'est mondial. Pourquoi j'en parle? Parce qu'aujourd'hui, c'est 8000 collaborateurs LinkedIn qui sont engagés à minima dans une ERG. Donc 8000, ça représente quasiment une personne sur 2. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir l'identité de l'ERG en question pour en faire partie, c'est-à-dire qu'on peut être un membre actif, mais on peut être aussi un allié. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est aussi que ce soit l'affaire de tous, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et ça vraiment chez LinkedIn, c'est extrêmement présent, ça permet aux gens de se connecter aussi entre les différents pays. Toutes les ERG ont les mêmes moyens pour véhiculer tous ces sujets. Donc il y a des ERG sur évidemment les femmes, on a parlé de la parité femmes-hommes énormément, des sujets dont on parle encore assez peu en France, comme par exemple la diversité ethnique et culturelle. Donc on a une ERG Embrace qui est vraiment spécifiquement dédiée à ces sujets-là. Le handicap, on a parlé un petit peu aussi tout à l'heure. Donc voilà. Donc c'est en tout cas notre axe de quotidien chez LinkedIn qui effectivement transpire dans toutes les actions. Merci beaucoup. Alors évidemment, cette diversité, elle interroge la notion de capital humain et évidemment au-delà de raison d'être des entreprises. Et on a vu à quel point les raisons d'être ne peuvent pas être incarnées s'il n'y a pas de politique volontariste. C'est d'ailleurs comme ça que la diversité existe à l'intérieur des entreprises. Elle doit être portée par une vraie volonté. Nathalie, toi, tu es Chief Impact Officer d'Avast. C'est donc un des plus grands groupes de communication au monde. Vous êtes 22 000 personnes dans une centaine de pays. Comment se déclinent les enjeux de responsabilité métier quand sa raison d'être, justement, c'est faisons la différence au service des marques, des entreprises et des personnes, en interne et donc avec l'externe? Alors, c'est vrai qu'Avast est un réseau mondial. Moi, j'ai la responsabilité de l'impact pour la France. Et non, mais c'est d'autant plus, j'allais dire, important que sur ces sujets de diversité, il y a des vraies spécificités en local, en fait. Parce que culturellement, on n'a pas les mêmes réglementations, on n'a pas les mêmes enjeux. Mais voilà, notamment ça sur reste l'ethnie, notamment sur la religion. Complètement. Là, si on ne peut pas compter pour faire améliorer la représentativité, la visibilité des personnes racisées, par exemple, qui serait nécessaire aujourd'hui. Ce qui n'empêche que, j'allais dire, en France ou ailleurs dans le monde, notre valeur ajoutée, c'est la créativité. Et on est chez Avast convaincu que la diversité est source de créativité. Donc évidemment que, j'allais dire, au-delà des réglementations et j'allais dire même de la bonne volonté, c'est capital que effectivement ce qui fait notre force soit une force où la diversité en fait a toute sa place. Donc il y a énormément d'enjeux, il y a énormément évidemment d'initiatives. Ce qui est et j'allais dire, on a en France le sujet de la diversité en fait est très large parce que effectivement l'égalité homme-femme, la gestion du handicap ou le multiculturel,
les réglementations ne sont pas les mêmes, on n'en est pas, j'allais dire, au même stade, en fait, et on n'a pas la même maturité. Ce qui est certain, il y a quand même cette volonté. Mais il y a une volonté extrêmement forte de sonner des objectifs, même si en fait on sait qu'on est de toute façon sur un chemin de progrès et qu'on n'arrivera jamais en fait à atteindre, j'allais dire, là où on veut être, mais il y a une approche complètement holistique. Et par contre, ce qui est, si je devais, j'allais dire, mettre l'emphase sur un des points, c'est des sujets bien sûr qu'on travaille beaucoup avec les RH, c'est qu'on a formé 100% des managers recruteurs et des personnes au RH qui sont évidemment clés dans les process de recrutement en fait au biais. Parce que et stéréotypes de genre, donc tous les biais cognitifs et stéréotypes de genre. Exactement, parce que je crois que il faut se former. C'est effectivement l'une des thématiques. Même si on a envie de bien faire, on est tous, j'allais dire, remplis en fait de biais. Et en fait, il faut aider dans le milieu professionnel en fait à les dépasser. Et donc ça, c'était absolument clé en fait pour nous. De pouvoir sensibiliser, former en fait à ces logiques de biais pour que concrètement ça puisse changer et qu'on puisse effectivement progresser. Donc ça c'est un point j'allais dire majeur et pareil on en revient à la formation. Nous on a systématisé au moment du onboarding et donc dans l'entrée chez Havas le fait qu'on a fait une formation obligatoire justement sur l'importance de la diversité, du respect, de l'inclusion, et on parlera aussi du sentiment en fait d'appartenance, parce que ça, et voilà. Et donc on a systématisé au moment des onboarding. Et donc j'allais dire que on est sur ce chemin avec cette conviction forte qu'effectivement cette diversité, elle est absolument clé. Quand on fait de la création aussi en interne et puis évidemment pour les annonceurs que vous représentez. Tu me parlais également de partenariats pour diversifier les profils, notamment chez les jeunes. Vous avez un partenariat avec un BTS Jean Lursa. Oui. Alors en fait, ça, c'est ce qui nous paraissait en fait. Évidemment, il y a le problème de diversifier en fait les écoles avec lesquelles on travaille, qui souvent ont eux-mêmes des problèmes de diversité. Donc, mais ce qui nous paraissait en fait important, c'était, de créer des partenariats un peu longs, de pouvoir mettre en place des expériences qui soient vraiment enrichissantes. Et donc, avec le BTS Jean Lursa, en fait, on accompagne des promotions de jeunes et en fait les 2 ans de leur BTS. Et donc, ça veut dire qu'on a à plusieurs moments l'occasion qu'ils viennent à l'agence. De les aider sur justement la construction de leur CV ou de leur réseau en ligne, mais aussi de les faire pitcher sur des exercices. Ça, j'allais dire, c'est et Corinne sur la table ronde précédente en parlait. C'est évidemment l'exemplarité qu'on doit avoir dans nos fonctionnements en interne. C'est un énorme travail qu'on fait en fait avec les RH. Mais quand on travaille dans le milieu des médias et de la communication, je crois qu'on se pose la question de la diversité. Il faut vraiment avoir en tête ce qu'est notre responsabilité par rapport en fait à notre métier. Or, la pub et la communication est extrêmement puissante. On peut changer les perceptions, on peut changer les comportements. Enfin, en tout cas, on aide à faire ça. Et donc, on a une vraie responsabilité en termes de diversité, de faire, et c'était un peu effectivement aussi le sujet de la table ronde d'avant, mais effectivement de regarder par rapport à ce que nous on crée. En matière de diversité, en matière d'égalité des chances, en matière en fait de place de la femme, est-ce que ce qu'on met à l'antenne, j'allais dire, va dans le bon sens. La création même des publicités, au niveau de la création, dans notre travail avec les médias. L'impact ça sur la représentation de la diversité sur nos écrans et la manière dont ça peut changer la perception qu'on a évidemment de chacun et chacune, notamment à la place des femmes, égalité des chances. Alors bien sûr, il y a un rôle majeur là de la communication dans cette perception, je le disais. Mais il y en a un aussi au niveau de l'innovation. Il n'y a pas d'innovation produit qui peut se faire sans innovation sociale. Et évidemment, la question, elle se pose quand on est un acteur majeur du numérique. Chez Google, une des missions sociétales, c'est aussi justement cette accessibilité. On en parlait tout à l'heure sur la formation. L'accessibilité au numérique, c'est un terrain formidable pour construire, pour faire société.
Oui, tout à fait. Donc, tu l'as évoqué, l'enjeu d'accessibilité à ces outils du numérique, pour nous, c'est un enjeu fondamental. On est très conscient que le numérique, c'est une formidable source d'opportunités, mais à condition de savoir en maîtriser les usages, à condition de savoir maîtriser ces outils qui sont parfois complexes. Et c'est vraiment dans cette optique, il y a 11 ans, on est parti d'un constat qui était très simple, mais qui est encore très valide aujourd'hui. C'est que, encore une fois, source d'opportunités, mais qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Françaises et Français qui ne sont pas en mesure de s'attaquer à ces outils du numérique. Donc c'est pourquoi, en 2012, côté Google, on a lancé les Google Ateliers numériques. C'est ce programme de formation qui est gratuit, qui est agnostique et qui permet chaque année de former 80 000 personnes en France, dont une bonne moitié en présentiel, aux outils du numérique. Donc on est vraiment dans un programme de sensibilisation, d'accompagnement, on met le pied à l'étrier et on s'adresse aussi bien à des commerçants, des artisans, des indépendants, des demandeurs d'emploi ou des parents ou juste des curieux qui vont pousser les portes de ces ateliers numériques et qui vont venir s'informer sur comment ça fonctionne. Mais une dimension qui est fondamentale pour nous, et ça a été évoqué je crois juste avant dans la table ronde quand on évoquait l'intelligence collective, c'est que ces enjeux d'inclusion numérique, ce n'est pas nous, boîte américaine basée à Paris, qui allons les résoudre. On n'a pas vocation à se substituer à des acteurs de terrain qui font ça depuis des années, qui connaissent parfaitement leur public, qui connaissent parfaitement leurs défis. Donc nous, on a vraiment vocation à travailler avec des acteurs de terrain. Ils sont plus de 400 avec qui on travaille au quotidien. C'est des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et d'artisanat, c'est Pôle emploi, c'est les missions locales sur le versant jeune. Donc c'est vraiment avec ces partenaires qu'on travaille tous les jours pour les former, pour les sensibiliser, pour les mobiliser, toutes ces personnes aux outils du numérique. Donc ça, c'est, on va dire, le programme historique qui a vraiment vocation à mettre le pied à l'étrier. Mais un sujet qui a été aussi longuement évoqué juste avant avec Origami, évidemment, depuis plusieurs années, on ne peut pas rester indifférent à un nouvel enjeu qui est fondamental aujourd'hui, c'est l'emploi. L'emploi dans les métiers du numérique, c'est la pénurie de talents. Et particulièrement les enjeux de diversité aujourd'hui, des bassins de candidats qui ne sont pas suffisamment diversifiés. Donc on parle de 230 000 emplois à pourvoir d'ici 5 ans dans les métiers du numérique. On monte jusqu'à 1 million d'ici à 2030. Donc aujourd'hui, il y a un constat, encore une fois, qu'on fait toutes et tous aujourd'hui, c'est que les filières traditionnelles ne permettent pas nécessairement de pourvoir à cette pénurie de talents. Donc c'est dans cette optique qu'on a lancé pas un, mais plusieurs programmes, parce que c'est encore une fois... C'est des problématiques qui sont tellement protéiformes que ça appelle différents programmes. Donc on s'est attaqué avec des partenaires, notamment avec Origami, avec qui on a lancé un bootcamp numérique et on lance la 8e promotion la semaine prochaine. On a également lancé des Google Career Certificates. Cette fois-ci, on parle de formation qui sont 100% en ligne, qui vont permettre de former à des métiers sans avoir comme par exemple UX Designer ou Project Management, sans avoir de prérequis préalables. Et encore une fois, ce qui est important pour nous, c'est d'aller chercher des publics qu'on ne voit pas assez dans ces métiers-là. Aujourd'hui, le demandeur d'emploi dans les métiers du numérique, à 77%, c'est un homme, il a moins de 35 ans et il est issu de grandes villes urbaines. Donc on a un enjeu d'aller chercher les femmes qui sont que 29% dans les formations numériques. On a un enjeu d'aller chercher les personnes en situation de handicap. 7% seulement. Hein. 7% seulement, tout à fait. Et d'aller chercher aussi les jeunes qui sont dans un quartier prioritaire de la ville et qui sont dans des phénomènes d'autocensure. Mais là aussi, on ne le fait pas seul. C'est Pôle emploi, c'est les missions locales, c'est tous ces acteurs de terrain-là avec qui on travaille. On met notre marque et nos ressources à disposition et on collabore ensemble pour aller chercher ces publics qu'on voit trop peu aujourd'hui. On voit là justement ce pouvoir illimité de la diversité, à quel point il peut comme ça tisser un maillage territorial et booster l'employabilité et aussi les rôles modèles chez L'Oréal. Bonjour Élodie, chez L'Oréal, qui est une marque évidemment leader sur son secteur de la beauté. Est-ce qu'il est crédible de penser que la puissance médiatique de L'Oréal et son rôle d'incarnation de toutes les beautés, j'allais dire, peut jouer un rôle en termes de perception, de changement de la perception, mais aussi de maillage et d'inclusion sociale? Alors, bon, crédible. En tout cas, c'est notre responsabilité que de tenter de le faire. Donc, nous, effectivement, on est leader de la beauté au niveau mondial, mais on a un ancrage en France qui, par ailleurs, est vraiment très particulier. Donc, c'est vrai que la France, en ça, et moi, donc, je suis en charge de la transfo durable de cette filiale, elle a un rôle clé pour le groupe, un peu de poisson pilote sur tous ces sujets de communication responsable, d'autant plus que nous vivons dans un pays où le législateur, malgré toutes les critiques qu'on peut faire sur notre gouvernement, est aussi très en avance sur ces sujets-là, et notamment ce sujet qui est fortement porté par l'ADEME et par extension aussi dans la loi climat et résilience et via les contrats climat. Donc, nous, en fait, on envisage un peu le rôle de nos marques de 3 manières. Évidemment, la première, c'est leur puissance médiatique. Donc, on est le premier annonceur beauté en France. On doit être le 6e annonceur, tout secteur confondu. Donc, on voit beaucoup de nos marques dans les médias. Donc, c'est effectivement quels sont les récits en fait, qu'on va réussir à promouvoir, comment on va pouvoir représenter la société telle qu'elle est
Et en ça, les sujets d'inclusion et de diversité sont hyper importants. Tout à l'heure, j'entendais cette dame de l'Arcom qui disait que les femmes nues sont fortement représentées en beauté. Moi, j'aime pas trop entendre ce genre de choses, mais c'est vrai qu'à un moment, il faut montrer de la peau quand on vend du soin de la peau. Bon. Mais effectivement, au-delà de ça, quelle est notre capacité à représenter effectivement des seniors, au-delà que sur de l'anti-âge? Quelle est la capacité à représenter effectivement toutes les origines? Le handicap aussi, qui est un gros sujet pour nous chez L'Oréal. On n'a pas encore trouvé la manière de le faire, mais honnêtement, on se pose aujourd'hui beaucoup de questions. Vous êtes accompagné sur ces sujets? Oui, bien sûr. On a nos grandes agences maison chez L'Oréal qui sont évidemment avec qui on discute beaucoup de ces sujets-là et avec qui on a beaucoup discuté, notamment Contrat Climat, et particulièrement avec Publicis. Il y a aussi effectivement comment on va représenter des nouvelles visions de la famille, l'homoparentalité par exemple, mais aussi comment on arrive à représenter toutes les formes de beauté. Ce qu'on appelle pudiquement chez nous le body shape, qui est aussi un vrai sujet. Alors aujourd'hui, on a des marques qui se sont vraiment emparées de ça. Typiquement, aujourd'hui, quand vous regardez des publicités de la marque Garnier, par exemple, qui est un peu la marque fer de lance de L'Oréal en matière de transfo durable, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez toutes les formes de corps, vous avez aussi des minorités qui sont représentées. On a aussi NYX, par exemple, qui est une marque de maquillage chez nous, qui est très très puissante chez les jeunes, qui est ultra engagée sur la cause LGBTQIA+, et qui effectivement représente fortement cette communauté dans ses coms. Donc je dirais que ça c'est un peu la face émergée de l'iceberg, et c'est ce qu'on est vraiment tenu de faire. C'est vraiment notre responsabilité en tant que grand annonceur. Ensuite, je dirais le deuxième étage de la fusée, c'est aussi comment on donne à nos marques une vraie raison d'être. Et comment, au-delà de nous, ce en quoi on croit, c'est-à-dire qu'elles ont des positionnements très complémentaires, elles s'adressent à des cibles complémentaires, quel rôle elles peuvent jouer dans la société? Parce que justement, elles aussi ont une puissance médiatique. C'est vrai que L'Oréal, dans la tête du consommateur lambda, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais derrière, il y a 51 marques. Donc, et que La Roche-Posay appartienne à L'Oréal, ce n'est pas complètement évident. Donc les marques aussi, en tant que telles, ont un rôle hyper important à jouer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, chez L'Oréal, la plupart de nos grandes marques internationales portent des causes sociétales ou des causes environnementales, mais majoritairement sociétales. Et typiquement, je vous citais La Roche-Posay. La Roche-Posay est engagée depuis plus de 20 ans dans l'accompagnement des femmes dans leur parcours de santé, de lutte contre le cancer. Donc on est très très présent dans les services de la PHP, auprès des praticiens qui accompagnent les femmes qui, au gré en fait de ces traitements, la chimio, la radio, ont des problèmes de peau évidents et qui aujourd'hui sont traités par des protocoles très très précis de La Roche-Posay. Mais il faut en parler aussi. Comment on aide ces femmes à se sentir belles? Comment on aide ces femmes à reprendre une vie plus ou moins normale, à circuler dans la rue, à oser aller refaire des courses, à oser aller chercher leurs enfants à l'école? Et donc ça, c'est vraiment le programme que porte La Roche-Posay, et c'est un programme qu'on rend visible. Et typiquement, c'est là aussi où les médias ont un rôle hyper important à jouer. Parce que c'est vrai qu'on peut tout seul les porter, mais c'est vrai qu'on a aussi vraiment besoin des médias là-dessus, et c'est vrai qu'on tisse des partenariats assez puissants. Dernièrement, là, hier soir, a été diffusé un programme de TF1 qui s'appelle Les Randonneuses, où c'est Clémentine Sélarié qui tient le premier rôle et qui suit le parcours, je crois, de 5 femmes qui sont touchées de près ou de loin par le cancer. La Roche-Posay est partenaire de ce programme, et donc on a des billboards d'entrée, des billboards de sortie, et on a vraiment noué ce partenariat-là avec TF1 qui a été touché par la manière dont on portait cette cause, et nous, on a été super touchés par ce programme qui met en lumière ces femmes. Je peux citer... Il y a un cercle très vertueux parce qu'il y a à la fois l'engagement éditorial de la chaîne, il y a aussi l'espace publicitaire et l'impact que ça peut avoir, et puis il y a surtout aussi, j'allais dire, le fait que ça soit incarné pour de vrai de l'intérieur par La Roche-Posay. C'est pas que de la com, là, c'est vraiment parce qu'il y a tout un travail qui est fait aussi sur le terrain pour pouvoir accompagner ces femmes malades du cancer. Tout à fait. Et je peux citer aussi France Télé, parce que pas toujours, voilà. France Télé, avec qui on a un partenariat aussi très fort avec une autre cause de marque qu'on porte avec la marque L'Oréal Paris, qui s'appelle Stand Up, qui est un programme de lutte contre le harcèlement de rue. Donc aujourd'hui, partout dans le monde, à peu près 70% des femmes sont touchées par le harcèlement de rue au moins une fois dans leur vie. Je pense que nous, Parisiennes, je pense que c'est peut-être même tous les mois, à mon avis. Et donc effectivement, il existe des moyens d'agir quand on est témoin d'une femme harcelée dans la rue. Et c'est très très simple. Soit un homme ou une femme. Ouais. Enfin, c'est souvent les femmes quand même. Non, d'agir, quand on est un homme ou une femme, oui, et particulièrement quand on est un homme, absolument. Voilà. Tout à fait, tout à fait. On embarque tout le monde. Et tout à fait. Et donc France Télé nous accompagne effectivement dans la médiatisation de ce programme en nous mettant à disposition certains de leurs figures de proue.
chez France Télé qui vont porter le programme stand-up en effectivement rajoutant un peu, en contribuant en fait à l'espace média que nous on achète. Et moi j'adore ce genre de partenariat parce qu'effectivement, en fait finalement on se fait le porte-voix de grandes causes, d'associations. Et c'est vrai que c'est avec le soutien de L'Oréal, mais c'est pas forcément L'Oréal qui est mis en avant à fond, quoi. Voilà. Et puis peut-être le dernier sujet pour clôturer un petit peu le rôle des marques et le rôle d'une boîte comme L'Oréal, on a aussi un rôle de faire action de solidarité en fait chez L'Oréal. Et nous on est persuadés que la beauté c'est une grande force en fait, et que quand on se sent beau, on peut faire plein de choses. Et se sentir beau, c'est très différent selon les gens. Et donc on a aussi un partenariat avec Emmaüs Solidarité, avec qui on a créé 2 espaces dans leur centre d'accueil. Donc il y en a un dans le 11e et un dans le 18e. Dans cet espace, on a reconstitué ce qui pourrait ressembler à une boutique de produits de beauté, dans laquelle vous avez tous les produits de toutes nos divisions chez L'Oréal, qui sont proposés gratuitement. Et on permet aussi aux bénéficiaires d'Emmaüs d'avoir accès à ce qu'on appelle des ateliers de socio-esthétique et de socio-coiffure. Parce que c'est pas n'importe quelqu'un qui est en situation de grande précarité, on ne peut pas le mettre en contact direct avec une esthéticienne ou un coiffeur. Qu'est-ce que c'est? Faut être formé. Il y a des gestes particuliers. Exactement. C'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'être touchés, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Enfin bref, il y a tout un protocole derrière qui a été créé par la Fondation L'Oréal d'ailleurs. Et depuis l'ouverture du premier, donc c'était fin 2021, on a accueilli déjà presque 6000 bénéficiaires. Donc c'est dans le parcours d'insertion d'Emmaüs, il rajoute cette petite brique. Et on ouvre le prochain dans le 93, là, fin juin, au Pré Saint-Gervais. Et c'est un programme qui est absolument génial. Effectivement, les bénéficiaires ressortent de là, ils sont gonflés à bloc, ils sont prêts à aller passer un entretien, ils sont prêts à aller demander un logement. Voilà. Magnifique, je pense que ça s'applaudit. Alors vous voyez, ces 4 grands groupes, elles jouent vraiment le jeu, hein, j'allais dire vraiment de l'inclusion sociale, en interne et en externe. Maintenant, l'inclusion, on l'a dit tout à l'heure et on l'a dit toute la matinée, c'est pas possible de la réussir sans cap, donc sans KPI, donc sans mesure, et donc sans aussi engagement d'atteindre des résultats. Maëlys, pour toi, justement, la trajectoire qui est mise en place là, chez LinkedIn, est-ce que tu as des KPI à associer notamment au lancement aux États-Unis de Values-Based Job Filter? Tu veux nous en parler un peu? Alors oui et non, on a parlé beaucoup de mesures ce matin, elle est extrêmement compliquée en général sur la RSE, mais quand il s'agit des sujets de diversité et d'inclusion, on peut imaginer à quel point c'est encore plus compliqué, tout simplement parce que la donnée, on en a peu, c'est basé sur du déclaratif, tout le monde n'a pas envie de rentrer forcément dans des cases, et puis en plus il y a les sujets de protection des individus, donc c'est très compliqué de mesurer exactement sur quel curseur on se place. Alors bien sûr, chez LinkedIn, on mesure la parité femmes-hommes, comme partout. On essaye d'être rôle modèle, on n'y est pas totalement, mais on s'en rapproche. Moi, j'étais étonnée de voir les chiffres d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, il y a chez LinkedIn 48% de femmes dans les comités de direction, donc c'est bien. Et surtout, ce qui m'a étonnée, c'est la croissance par rapport à l'année précédente, qui est quand même de plus 8%. Donc on était quand même... c'est de la volonté incarnée. Donc on avait quand même aussi des vraies sources de progression, des vraies zones de progression. Donc il y a la parité. Ce qu'on fait beaucoup, et je pense que beaucoup d'entre vous dans la salle le font aussi, ce sont des enquêtes internes auprès des collaborateurs. Alors il y a des questions vraiment très spécifiques sur leur sentiment d'appartenance et aussi sur la façon dont ils perçoivent le management et les engagements que l'on prend sur ces sujets. Donc ça c'est aussi un indicateur, donc je ne peux pas dévoiler les chiffres, mais qu'on suit très régulièrement. Et puis on parlait tout à l'heure de formation, donc les formations c'est important. Alors chez LinkedIn, elles sont toutes sur la base du volontariat. Il n'y a pas de formation obligatoire sur ces sujets-là. Et là encore, j'étais assez étonnée parce qu'on a notamment une formation qui est dédiée à tous les managers qui s'appelle Leading with Inclusion. Et il y a 75% aujourd'hui des managers qui suivent cette formation. Donc là encore, je pense que c'est simplement le reflet d'une entreprise dans laquelle ces sujets sont complètement incarnés. Et je pense que c'est ça en fait le cap le plus important, c'est que sur les sujets de diversité et d'inclusion, on a souvent l'impression que on peut se dire que c'est parfois malheureusement un peu une case à cocher. Il faut que ce soit encore une fois l'affaire de tous, il faut que ce soit traduit et incarné de manière complètement authentique et vraiment dans
toutes les actions. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé chez LinkedIn. Donc ça, c'est du côté interne. Et puis après, on a beaucoup parlé des sujets de recrutement et d'accompagnement. Donc on a aussi notre rôle à jouer là-dedans. Je pense que dans les prochains mois, heureusement, probablement, nous allons aussi créer des nouvelles fonctionnalités. Donc il y en a déjà pas mal, mais on parle beaucoup d'intelligence artificielle chez LinkedIn, comme vous pouvez vous l'imaginer. Et là encore, on pense que ça va permettre aussi d'aider les membres et d'aider les entreprises à être toujours plus dans cette approche de diversification de leur profil et de leur propre, de la façon dont on se revendique aujourd'hui. LinkedIn va permettre, à travers les fonctionnalités, d'aller choisir des entreprises qui font acte de faire progresser cette diversité. Justement, oui. On va pouvoir identifier ça et choisir au final la boîte pour laquelle on a envie de donner son talent. Exactement. Ça, c'est très bien, c'est un engagement et ça permettra aussi à tout le reste du marché de se mettre en mouvement, puisque c'est une fonctionnalité qui va pouvoir driver évidemment les good practices. Alors chez Havas aussi, il y a de la mesure évidemment, et tu me parlais de mesures d'empreinte déjà de la diversité en interne notamment. Oui, parce qu'effectivement, je pense que si ça ne se mesure pas, ça ne progresse pas. Donc il faut vraiment qu'on s'oblige en fait cet exercice d'avoir des KPI. Donc sur le sujet, là au niveau de Havas France, on est en train de finaliser notre empreinte Mixity. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà d'avoir des KPI, c'est d'avoir aussi un peu une idée de là où on se situe en fait. Est-ce qu'on pourrait, on est plutôt, j'allais dire, bon élève ou mauvais élève, et donc ça permet aussi de mettre un peu en tension la vitesse avec laquelle en fait on a envie de progresser. Mais au-delà de cette empreinte Mixity, nous on a défini en fait chez Havas en France les 10 indicateurs de la performance. L'idée, c'était un peu effectivement d'avoir au-delà, j'allais dire, de nos KPIs classiques de performance et qui sont des KPIs financiers, de se doter en fait d'indicateurs qu'on va suivre. Et sur ces indicateurs-là, il y en a évidemment 4 qui concernent les talents. Il y en a un, c'est évidemment l'index égalité homme-femme, parce que c'est absolument indispensable de continuer à progresser. On est à 87 au niveau de la France. Engagement pris alors de faire mieux. Il faut, bien sûr, il faut progresser. Et donc, on sait qu'on a, malgré tous les programmes qu'on a mis en place de mentorat au féminin, il faut continuer à sensibiliser et à agir pour qu'il y ait plus de femmes dans le top 10 des rémunérations. Mais l'index, donc, ça en fait partie. Donc, c'est un des indicateurs de la performance au niveau des talents. Et il y en a 2 autres qui me paraissent absolument importants. Il y a la satisfaction de nos collaborateurs, et c'est sur une enquête annuelle à travailler au sein des entités Havas, et ça on a un objectif qui est de s'assurer qu'on dépasse toujours les 80% de satisfaction de la part de nos employeurs. Et il y en a un dernier qui je trouve qui est intéressant, qui est effectivement porte sur le sentiment en fait d'inclusion et d'appartenance, parce qu'on se parle beaucoup de diversité, mais moi j'adore cette citation qui dit la diversité c'est d'être invité à la boum, l'inclusion c'est d'être invité à danser, et l'appartenance c'est de pouvoir danser comme on a envie. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est au-delà de nos chiffres sur la diversité, il faut que dans nos agences, les gens aient le sentiment qu'ils peuvent faire carrière, et ça, j'allais dire, peu importe leur identité ou leurs caractéristiques personnelles. Ça, c'est compliqué d'un point de vue réglementation, en fait, en France, d'avoir des statistiques, mais par contre, c'est très facile de mesurer et de poser la question, et nous, ce que l'on fait à l'ensemble de nos collaborateurs chaque année, et on se fixe des objectifs de, est-ce que vous avez le sentiment qu'en étant vous-même, vous n'avez aucun frein à une évolution de carrière chez Havas. Et ça, cette année, le résultat, c'était 83% de nos collaborateurs qui ont ce sentiment-là, effectivement, d'appartenance. Et évidemment, c'est un KPI qui est clé et qu'on a mis dans les KPIs de la performance. Et c'est ça qui fait aussi notre valeur. Merci beaucoup Nathalie, merci Elodie. Oh là là, je sais, alors comme on n'a pas eu vos KPIs, vous avez 30 secondes chacune, parce que sinon c'est pas juste. Mais j'en doute pas, mais est-ce que vous pouvez en 30 secondes chacune arriver à nous donner vos KPIs? C'est challenge. Sophie, allez, sur les 2 programmes, au moins le KPI sur le second programme. Allez, très rapidement. Merci. On s'éloigne des KPI de volume de plus en plus. C'est très bien d'avoir beaucoup de gens formés. Ce qui va nous intéresser, c'est les KPI d'impact. Est-ce qu'ils ont trouvé un job? Est-ce qu'ils sont restés dans ce job? Est-ce qu'ils ont une rémunération qui est en ligne avec ce qu'ils attendaient? Donc il y a vraiment
Il y a vraiment tous ces signaux faibles, mais pas si faibles que ça, qu'on va aller chercher et capturer pour être sûr d'avoir encore une fois des programmes qui sont vraiment orientés impact. J'ai vraiment voilà, numérique accessible pour tous. Merci beaucoup, Élodie. Si, oui, bien sûr. En 30 secondes, nous, on compte encore en volume. Nous, on veut encore du volume. Non, c'est pas vrai. Ça marche aussi en temps long avec le maillage associatif. L'objectif, c'était justement de construire une relation pérenne. Non, mais nous effectivement, le seul éclairage qu'on a là, avec un peu de recul, c'est qu'effectivement, il faut conjuguer le temps long du monde associatif et du temps associatif avec le temps court, effectivement, de nos activités médias. Donc voilà, moi j'essaie toujours de retenir un peu les chevaux des équipes pour qu'on soit vraiment très dans la continuité dans le temps. La version longue sur The Diversity Society, c'est ça bientôt. Je suis désolée, merci beaucoup mesdames.